Si cela n'est pas encore fait. Ok, d'accord, super. Donc, nous commençons maintenant de façon officielle. Je disais que je souhaitais aujourd'hui, ou du moins, nous avons l'opportunité d'échanger sur la finance décentralisée avec un autre passionné de la blockchain et de la crypto, en la personne de Aloïs Koum. Aloïs a une très bonne expérience, hein, une très grande expérience en ce qui concerne la finance traditionnelle. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un également qui a une très, très, très grosse expérience en ce qui concerne la crypto-monnaie. Il est d'ailleurs une personne très engagée dans le secteur du numérique et il est entre autres expert du comité des experts internationaux en santé numérique en Afrique. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Aloïs Koum pour l'échange de ce jeudi. Aloïs, tu as la parole. Alors, merci Wilfried pour cette présentation. Je crois que effectivement, tu l'as dit, je suis un passionné de crypto parce que je pense qu'il y a une véritable révolution derrière. Donc, pour résumer les choses, on va dire que le petit avantage qui me permet de bien apprécier l'innovation, c'est que j'ai un peu plus de 10 12 ans dans la finance traditionnelle, donc le secteur bancaire. Et puis, depuis pratiquement 10 ans aussi, 9 à 10 ans maintenant, je crois que c'est 2015 2016 voilà, je me suis intéressé à tout ce qui était Bitcoin par là et par ricochet, tout l'écosystème crypto. Donc, on a pu apprécier les évolutions de cette dernière décennie avec les différents bull runs, etc. Donc, on peut apprécier cela. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, au-delà du trading, parce que pendant très longtemps, la spéculation était la principale façon, si on peut le dire, de faire de l'argent avec les cryptos. Au-delà du trading, donc, il faut savoir que, eh bien, on a tout un écosystème autour de ce qu'on va appeler la finance décentralisée qui permet aussi de générer des revenus, d'avoir des ressources, etc. Et pour moi, c'est quelque chose de passionnant tout simplement parce que c'est très intéressant de voir comment est-ce que la finance traditionnelle vient vivre sur le numérique et parfois avec des améliorations qui sont significatives. Alors, de prime abord, pour attaquer le sujet, euh, on va se dire qu'il faudrait déjà poser les bases, définir les bases, comprendre un peu. Et je vais vous ramener un tout petit peu à l'histoire de la finance elle-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finance fait partie de l'économie. L'économie, à la base, quand vous remontez un peu étymologiquement, c'est-à-dire le mot grec, etc., vous vous rendez compte que l'économie, c'est juste de la gestion de la maison. Alors, la finance est un domaine de l'économie, mais qui va s'appesantir de façon particulière sur la gestion des ressources financières. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on va parler de finances, vous allez voir que tout autour, il y a toujours, euh, on va dire quoi, une espèce de regard sur comment est-ce que les ressources financières vont être gérées. Et la finance elle-même a plusieurs sous-groupes. Il y a la finance internationale qui va regarder les échanges entre les pays, la finance de marché pour les places de marché, les bourses, la finance publique qui va s'occuper de la gestion des finances d'un État, la finance d'entreprise par rapport à l'entreprise. Donc, la finance elle-même a des sous-groupes. Et c'est ça qui est passionnant parce que à ces sous-groupes que je viens de citer, on peut ajouter donc le sous-groupe de la finance décentralisée.
Et la finance décentralisée, c'est quoi? C'est tout simplement un écosystème financier qui va être basé sur une technologie qu'on va dire technologie de la blockchain et qui va tendre, viser à offrir des services financiers qui vont être ouverts, transparents, accessibles et surtout sans intermédiaire. Parce que c'est ça, c'est pourquoi on parle de décentralisé, comparément à ce qui est centralisé. Donc, ça va offrir tous ces services-là avec des contrats intelligents, des smart contracts, qui vont permettre d'automatiser et de sécuriser les transactions. Alors, qu'est-ce qui sous-tend véritablement la finance décentralisée, la DeFi en anglais? Aloïs, désolé, Oui, désolé de te couper, hein. Je voulais oui. savoir, est-ce que tu as un élément à projeter ou pas? Ah non, je n'ai pas de projection. J'ai pas Ah, préparé de d'accord, projection. d'accord. Ok, C'est ok, ça c'est marche. Je bon, voulais ça me va? rassurer. Oui, oui, on peut continuer. On peut continuer. D'accord. Alors, je ne sais pas, tu m'arrêtes quand je dois faire une pause parce que j'ai une idée de tout ce que je dois dire. Bon, maintenant, je vais peut-être, après les deux premiers points, m'arrêter, je ne sais pas, pour prendre des questions ou bien. À toi de me dire, Wilfried. Ou je D'accord, termine bien comme... sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, après déjà deux éléments, on va faire une petite pause et puis voir si on a des questions en vue. D'accord. OK, ça marche. Donc, rapidement, je vais embrayer donc sur les principes fondamentaux. Quels sont les éléments qui sous-tendent la finance décentralisée ou alors qui font que la finance décentralisée soit décentralisée? Eh bien, la première chose, naturellement, c'est la décentralisation. Ça veut dire quoi? Les transactions vont être effectuées sur des blockchains publiques comme la blockchain Ethereum. Je précise, hein, les exemples qui vont être pris sont vraiment à titre indicatif, ce n'est pas des conseils en investissement. Donc, c'est vraiment à des fins d'éducation, voilà. Donc, la décentralisation, les transactions vont être effectuées sur des blockchains publiques. Et rapidement, comme ça, je crois qu'on a quand même des personnes, des adeptes, mais s'il faut rapidement revenir sur des concepts, la blockchain, c'est tout simplement un registre distribué qui aura la particularité d'être immuable et qui va permettre d'enregistrer de façon transparente et sécurisée des transactions sans organe de contrôle. Donc, c'est ça la blockchain. C'est une technologie, c'est un mélange d'informatique, de mathématiques et de cryptographie qui fait en sorte que c'est une technologie extrêmement sécurisée et transparente. Alors, deuxième principe fondamental par rapport à la finance décentralisée, c'est l'interopérabilité. Donc, la plupart du temps, on va trouver des protocoles et des applications de la finance décentralisée qui peuvent être combinés ou alors qui peuvent interagir entre eux. Troisième chose, l'accessibilité. Normalement, tout le monde peut accéder aux services financiers sans restriction géographique ou sans besoin de compte bancaire, etc. et tout. Donc, naturellement, lorsqu'on parle de finances décentralisées avec une bonne connexion Internet et un smartphone déjà, ça peut permettre d'avoir accès à une panoplie de services, ce qui n'est pas possible dans la finance traditionnelle. La quatrième chose, la programmabilité. En fait, ça fait en sorte que les contrats intelligents ici viennent donc permettre d'automatiser de nombreuses opérations financières. Ça peut être des prêts, ça peut être des échanges, ça peut être des assurances. Alors, ce sont des transactions qui, dans la finance traditionnelle, vont impérativement nécessiter une intervention humaine. C'est votre gestionnaire de compte, c'est le directeur d'agence qui doit valider, c'est le comité de crédit qui doit prendre des décisions dans le cadre d'un prêt. Donc, il y a tout un tas d'intermédiaires qui vont agir. Et la cinquième chose, la liste n'est pas exhaustive, mais on a pris 5 points. La cinquième chose, c'est la transparence. Eh bien, on parle de technologie blockchain, donc toutes les transactions sont enregistrées sur
une blockchain publique, donc un registre distribué, partagé, auquel tout le monde peut avoir accès, ce qui va permettre d'assurer une certaine traçabilité et une auditabilité complète, c'est-à-dire qu'on peut auditer les opérations, on peut suivre les opérations. Alors, dit comme ça, c'est quoi les avantages qu'on peut citer par rapport à la finance décentralisée? Eh bien, à chaque fois, et ça me fait rire, je vais prendre un exemple parce qu'à chaque fois qu'on parle d'intermédiaire, ça me fait toujours un peu sourire. Moi-même qui suis banquier de formation à la base, les banquiers n'aiment pas beaucoup qu'on attaque l'intermédiation parce que c'est ça qui fait, c'est ça qui génère du profit. Mais il faut innover, il faut avancer et puis il faut se réinventer tout simplement. Le premier avantage de la DeFi, c'est la suppression des intermédiaires. Et je prends un cas pour vous montrer comment l'intermédiation peut avoir un coût. Alors, par exemple, lorsque vous avez la possibilité, je dirais ça comme ça, de vouloir transmettre une information, eh bien, vous allez, pardon, une minute. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. Donc, je disais, lorsque vous avez la possibilité euh, de transmettre une information, si la première personne qui donne l'information doit avoir 9 autres personnes entre lui et le destinataire final de l'information, il y a de fortes chances que l'information arrive déformée ou alors de façon incomplète ou encore de façon, comment dirais-je, un peu, un peu biaisée. Voilà. Donc, euh, pour l'intermédiation, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous êtes à Abidjan et que vous devez faire un virement aux États-Unis, si les banques à Abidjan doivent envoyer de l'argent et que pour que ça arrive aux États-Unis, on a des correspondants, peut-être en passant par, je sais, à la coût, il y a un impact sur les coûts, ce qui va permettre de réduire cela de façon significative. Un autre avantage, c'est l'accessibilité mondiale. Alors ici, il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne qui va disposer d'une connexion Internet et d'un portefeuille crypto pourra avoir accès à un nombre très élevé, un très grand nombre de services que la DeFi, la finance décentralisée, va proposer. Troisième avantage, les rendements attractifs. Les plateformes de finances décentralisées vont offrir des taux très, très souvent différents. Je ne veux même pas dire différents. Ils vont offrir des taux qui sont nettement plus élevés que ce que la finance traditionnelle pourrait offrir. À chaque fois que vous comparez, il y a même pas photo. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des plateformes où on vous dit que vous avez des rendements de 20% euh, sur votre épargne, ce qu'une banque traditionnelle ne va jamais vous offrir parce que en France, on parle de 0,5%, le livret A. Chez nous, en Afrique, la plupart du temps, on oscille entre les 1,5, 2,25. Vraiment, ceux qui cassent la tirelire vont vous donner quoi, 3,5% d'intérêt annuel. Mais là, quand on parle de DeFi, quand on parle d'économie, de finances décentralisées, eh bien, on peut frôler les 20%, 10, 15% en montant vraiment facilement. Un autre avantage, c'est l'innovation financière. Il y a des produits financiers très, très intéressants qui vont donc naître de cet écosystème-là.
comme les prêts flash, le yield farming, le staking, qui vont permettre aux gens de maximiser les gains. Et puis, j'aime souvent faire cette petite comparaison aussi entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Eh bien, c'est de savoir que traditionnellement, lorsque vous allez dans une banque faire un prêt, ce qui décide la banque très souvent à vous octroyer le prêt, c'est votre capacité de remboursement. Et votre capacité de remboursement, elle est dictée vraiment, mais à 80%, 90% par votre salaire. C'est-à-dire, la banque se dit, OK, si on lui prête de l'argent, nous, on a besoin de nos intérêts mensuellement avec une partie de l'argent qu'il a pris. Et ça fait que tous les mois, on va vous couper une traite. Et puis, c'est adossé vraiment sur ce que vous gagnez. Ça veut dire quoi de façon concrète? Alors, vous pouvez être héritier, vous n'avez pas de boulot, mais vous avez un bon projet, vous êtes héritier, vous avez un terrain d'une valeur de 100 millions, eh bien, la banque décide de ne pas vous accompagner parce que vous n'avez pas un salaire intéressant. Tandis que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un salaire de 2 millions, il n'a aucun bien, juste son salaire, mais la banque lui donne un crédit facilement de 30 millions sur 5 ans ou bien, je ne sais pas, beaucoup plus, juste parce que ça a dossé sur son salaire. Alors, la finance décentralisée va venir résoudre ce problème-là parce que si vous avez une garantie intéressante, par exemple, quelques cryptos que vous avez achetés il y a quelques années qui ont pris de la valeur, et je dis n'importe quoi, aujourd'hui, vous avez environ 50, 100 000 dollars, mais que dans l'immédiat, vous avez une urgence de 5 000, 10 000 dollars, eh bien, la finance décentralisée va s'appuyer sur la garantie que vous avez, c'est-à-dire ce que vous avez de façon réelle, pas sur vos entrées, vos revenus, et vous dit, OK, on vous donne un coup de pouce. Ça aussi, c'est un très, très grand avantage. Et enfin, comme cinquième avantage, je peux citer la sécurité et la transparence. Comme on a dit, on parle de la technologie blockchain, donc les transactions sont immuables et vérifiable sur la blockchain. Immuable, ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les modifier. Le principe de la blockchain, c'est bel et bien de pouvoir ajouter des informations, mais sans avoir la possibilité de modifier, de falsifier les informations précédentes. Donc, ce qui fait en sorte que, naturellement, ici, on aura des transactions qui seront basées sur la vérification et non pas sur la confiance. On ne va pas vous demander si vous êtes très, très religieux, si vous êtes sérieux à l'église, à la mosquée et tout. On va vérifier si ce que vous dites, ce que vous prétendez avoir, etc., euh, voilà, est réel et tout. Alors, je ne sais pas, Wilfried, si tu veux dire quelque chose avant de qu'on passe au risque, comme ça. Et puis, voilà. Oui, déjà, merci à Loïs hein, pour ce temps. On est pressé d'entendre la suite. Mais sinon, je vais demander aux participants qui ont des questions ou préoccupations à ce stade de l'intervention d'Aloïs de bien vouloir les poser. Hein. Peut-être vous pouvez dans le chat, vous pouvez demander la parole et on va vous permettre de poser des questions. C'est le moment de profiter hein, parce que ce genre de spécialistes en la matière à tous les points de vue, surtout lorsqu'il s'agit de finances décentralisées. Donc, Aloïs, on va continuer et si il y a une question, on va les prendre. D'accord, OK. Alors, voilà, en attendant peut-être qu'il y ait... On a une question dans le chat et on demande si c'est un métier que nous pouvons apprendre. OK, alors, la Donc, DeFi est-elle un Aloïs, métier que nous pouvons apprendre? Alors, ben,
Oui, oui, parce que tout dépend de ce que vous voulez faire. En fait, tout écosystème vient avec des besoins. Alors, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la DeFi. Euh, Enseigner sur la DeFi, conseiller, être consultant par rapport à la DeFi, c'est un métier. Voilà. Donc, tout dépend de ce que vous voulez vraiment faire, quelles sont vos orientations. Si vous êtes, si vous êtes développeur, si vous êtes développeur blockchain et tout, vous pouvez vous orienter vers la création des smart contracts ou bien vous pouvez accompagner des gens qui veulent créer des contrats intelligents par rapport dans la DeFi et tout. Donc, vraiment, l'écosystème est riche, quoi, et peut avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Voilà. Alors, est-ce que l'immutabilité de la blockchain est vraiment vérifiée et confirmée? Alors, euh, sans entrer dans les débats hyper, hyper techniques, euh, quand on parle, et ça, c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire quand on parle de l'immutabilité de la blockchain, il faut se dire que il est évident et clair qu'aucun système n'est parfait. Donc, il peut avoir des failles, il peut avoir des brèches, il peut avoir des problèmes. Mais lorsqu'on compare à ce qui se fait déjà ou à ce qui est déjà présent, on se rend compte qu'en termes de sécurité, la blockchain offre quand même, mais alors de très, très loin, des garanties de sécurité et de transparence qu'aucun système jusqu'à présent n'offre. Ça, il faut se le dire. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Je dis non. Il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles dans les systèmes. Aucun système n'est parfait. Mais c'est ce qui se fait de mieux, si on peut dire ça comme ça, pour le moment. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ces questions. Merci beaucoup, Aloïs. Je crois que les réponses sont assez explicites. J'espère qu'on a pu satisfaire les différents intervenants. Est-ce qu'on a encore d'autres questions avant que Aloïs puisse poursuivre? Ok, Aloïs, je crois on va poursuivre. Ainsi, il y a des questions, on pourra les prendre juste après ton intervention. D'accord. OK. Alors, on va avancer. Et là, on va parler des risques. Et je crois que ça va aussi apporter quelques éléments de réponse à Adams. Alors, comme je disais, aucun système n'est parfait. Et par rapport à la DeFi, on peut noter un certain nombre de risques et de défis. Et déjà, le premier groupe de risques, ce sont les risques techniques. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. La vulnérabilité des contrats intelligents, la vulnérabilité des smart contracts. Donc, il peut y avoir des erreurs de code, il peut y avoir des erreurs dans le code, et puis les hackers exploitent cela, ils vont venir faire des attaques, etc. et tout. Et effectivement, ils peuvent profiter des brèches et puis faire en sorte que, voilà, ils dérobent peut-être de l'argent et tout. Un autre gros problème technique, très souvent, c'est la scalabilité, c'est-à-dire que la capacité à traiter un très, très, très grand volume d'opérations dans un laps de temps extrêmement court. Et quand il y a ces problèmes de scalabilité-là, on va dire que la blockchain devient congestionnée. Donc, c'est un peu comme s'il y avait de l'embouteillage sur une route. Donc, plus il y a un embouteillage, ou bien alors plus un embouteillage dure, ça vous coûte cher parce que en termes de temps, ça, vous ne pouvez même pas rattraper. Si vous avez perdu du temps et que vous avez un rendez-vous manqué, vous ne pouvez pas rattraper ça. En termes de carburant, brûlé dans l'embouteillage, ça aussi, c'est des coûts. Donc, c'est la même chose avec les problèmes de scalabilité. Ça fait en sorte que les blockchains vont devenir extrêmement lentes
Et plus c'est lent, plus ça devient coûteux parce que eh bien, tout le monde essaye de payer plus cher pour voir sa transaction aboutir, etc. Et tous les frais explosent. Voilà. Un autre groupe de risques, ce sont les risques économiques, la volatilité des cryptos. Donc, il faut savoir que la valeur des actifs utilisés en DeFi peut fluctuer fortement. Et parfois, le marché des crypto-monnaies est tellement, mais alors tellement sensible euh, une seule information peut faire en sorte que tout bascule d'un côté ou comme de l'autre. Un autre risque économique, c'est le risque de liquidité. Donc, vous avez parfois des protocoles DeFi qui peuvent manquer de liquidité, ce qui va faire en sorte que ce soit compliqué pour récupérer ses fonds, etc. et tout. Donc là aussi, quand on veut faire des choix, il faut prendre en compte ce facteur-là parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller sur des protocoles, peut-être parce que les rendements sont très attractifs. Et puis après, quand on veut récupérer ses sous, c'est compliqué, difficile et tout. Donc voilà, il faut tenir compte de ces spécificités-là. Il y a les risques réglementaires, ça c'est un autre groupe de risques. Le flou juridique, il y a des gouvernements qui cherchent encore à encadrer la DeFi et ça peut entraîner des restrictions, ça peut engendrer des interdictions et tout parce que tout dépend de la compréhension qu'on a du domaine. C'est pourquoi j'encourage vivement et vraiment Bitrading et Do à ma main d'association parce que il faut éduquer pas seulement les populations, mais même les personnes, les décideurs, parce que parfois c'est mal compris. Donc, les risques réglementaires font en sorte qu'on peut avoir toutes ces restrictions-là. Maintenant, les risques de blanchiment d'argent, c'est vrai que les détracteurs des crypto-monnaies aiment souvent brandir cet argument. C'est un risque réel, effectivement. Il est possible que des personnes passent par les écosystèmes de finances décentralisées, de crypto-monnaies pour essayer de faire du blanchiment d'argent. Mais ce serait un peu malhonnête de s'arrêter seulement sur ça parce que un des secteurs où les gens font beaucoup de blanchiment d'argent, c'est l'immobilier. Pourtant, on ne demande pas aux gens qui vendent le ciment de fermer pour autant, ou alors les quincailleries ne sont pas attaquées pour autant. Donc, c'est pour dire quoi, c'est un peu malhonnête. Il faut juste encadrer, il faut trouver des solutions, mais il ne faut pas généraliser une maladie et dire, ben voilà, donc c'est ça. Voilà, donc maintenant, une fois ces risques-là cités comme ça, quelques exemples hein, d'applications dans la finance décentralisée. On a on a le protocole Aave qui est une plateforme de prêt décentralisée qui va vous permettre d'emprunter ou de prêter des cryptos avec des taux d'intérêt dynamiques. Alors, l'avantage, et ça c'est aussi important, l'avantage justement de la finance décentralisée, c'est ça, c'est-à-dire que en fonction de votre position, vous pouvez, en fait, vous êtes gagnant à tous les coups à partir du moment où vous avez des cryptos. Donc, vous avez un protocole de, de finances décentralisées où, si vous avez des cryptos, vous les placez là-bas, et bien pendant que vos crypto-monnaies sont là-bas, ça génère des intérêts naturellement. Et puis, le jour où vous avez une urgence, vous pouvez faire un prêt. Donc, ça vous permet de ne pas vendre vos crypto-monnaies et de gérer peut-être l'urgence. Et puis, vous avez quand même, et ça c'est ce qui est extraordinaire, vous avez quand même vos crypto-monnaies qui continuent à produire de l'argent pendant que vous avez eu un prêt et que vous allez rembourser dans les conditions qui vont être définies par le smart contract. Parce que c'est ça, un contrat intelligent, c'est tout simplement un programme informatique qui va s'exécuter lorsque les conditions définies pour son exécution vont être remplies, tout simplement. Donc,
Ça encore, c'est très intéressant. Vous avez, dans le cadre des plateformes décentralisées, des exchanges décentralisés, vous avez Uniswap qui va vous permettre de faire des opérations, du trading, etc. et tout, de crypto-monnaies sans intermédiaire. Donc ici, à la différence des plateformes centralisées, un peu comme les Binance, les Coinbase, les CoinEx, tout ce monde-là, vous pouvez directement connecter votre portefeuille et puis, une fois que votre portefeuille il est connecté, eh bien, voilà, vous pouvez faire du trading. MakerDAO, un système de stablecoin décentralisé, DAI, c'est un des plus anciens, il est là depuis, c'est vraiment les anciens, les PP, mais très efficaces, qui va vous permettre d'emprunter de la monnaie stable, donc du stablecoin, sans, contre des collatéraux. Donc, vos cryptos, vous les mettez en collatéral, donc en garantie, si vous voulez. Et puis, voilà, vous pouvez faire des emprunts. Yearn Finance aussi, un agrégateur de rendement qui va optimiser les placements dans différents protocoles DeFi. Donc là, c'est un agrégateur. Il va essayer de voir quels sont les protocoles intéressants et puis ça va vous permettre d'optimiser tout cela. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'avenir de la DeFi et son impact sur l'économie mondiale? Eh bien, si on regarde en termes de perspective, l'adoption est en train d'évoluer. Donc, on peut s'attendre à une adoption, une mass adoption de masse, parce qu'il y a de plus en plus d'institutions qui s'intéressent à la DeFi. Et pour ceux qui suivent l'actualité ou qui sont au courant, on a bon, je dirais même pas des mastodontes, c'est-à-dire on a des pieuvres comme BlackRock, des géants, mais de chez géants, qui aujourd'hui, avec des ETF de Bitcoin, d'Ethereum qui proposent, font en sorte que les institutionnels sont de plus en plus engagés dans tout ce qui est finance décentralisée. Donc, plus il y a une adoption, plus aussi ça va conduire probablement à une régulation accrue, mais dans le même temps, ça va permettre d'avoir des produits qui seront un peu plus accessibles, parce que c'est ça aussi quand l'adoption devient massive. Une autre perspective d'évolution, c'est que on note quand même une bien meilleure amélioration de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, vous avez des interfaces sur les applications DeFi qui sont vraiment, vraiment plus intuitives, ce qui fait que ça facilite l'adoption pour le grand public. Vous avez des applications, je veux pas, j'ai dit ça, ce n'est pas des conseils en investissement, mais aujourd'hui, vous avez des applications, quand vous arrivez, vraiment, tout ce qui se fait en back-office n'est pas le rendu sur l'application fait que tout ce qui se fait en back-office n'est pas forcément visible, palpable par l'utilisateur, ce qui fait que son expérience, il sait qu'il doit cliquer ici, valider si, s'il a besoin de ça, c'est vraiment intuitif et puis les gens sont beaucoup plus à l'aise avec ce type d'interface. Et puis une autre évolution qu'on peut espérer, ben, c'est l'évolution vers une finance hybride. Parce que, comme je le disais, la finance traditionnelle aujourd'hui a tout intérêt à se réinventer. C'est-à-dire, soit on embrasse l'innovation en encadrant, en faisant la part des choses, mais pas la rejeter. Parce que très souvent, contre l'évolution, contre l'innovation, contre le progrès, il n'y a pas de remède. Donc, soit vous vous adaptez, soit vous mourrez. Donc, on risque d'évoluer vers ce type de finance hybride-là. Et de plus en plus de banques aujourd'hui, dans certaines parties du monde,
offre, en plus des produits traditionnels, offre des services qui sont dédiés aux crypto-monnaies, que ce soit des placements, que ce soit tout type de transactions, etc. Il y a des banques traditionnelles, il y a une partie du système financier traditionnel qui a commencé à s'arrimer ou se mettre à jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'impact sur l'économie mondiale? Eh bien, les choses bougent. Je dirais ça comme ça, les choses bougent parce qu'en termes de volume, c'est encore, on va dire, c'est relativement faible en termes de volume. Mais il y a des problèmes d'inclusion financière, par exemple, euh, qui vont et qui peuvent être résolus grâce à la finance décentralisée parce que les populations non bancarisées pourraient accéder justement à des services financiers euh, pour lesquels ils sont exclus au niveau de la finance traditionnelle. Vous n'avez pas de travail stable, vous n'avez pas de salaire régulier, etc. Mais la finance traditionnelle peut permettre aujourd'hui à quelqu'un qui a des entrées, qui est un auto-entrepreneur, de pouvoir faire des transactions, de pouvoir faire ses épargnes, de pouvoir faire des prêts. Donc, au niveau de l'inclusion financière, il y a une bonne évolution à espérer. Euh, un autre impact, c'est que, quoi qu'on dise, la finance décentralisée est venue bousculer les habitudes, ce qui fait en sorte que les banques traditionnelles se remettent quand même en question. Donc, avec le moins de dépendance aux institutions centralisées, on pourrait voir vraiment le paysage financier évoluer, avoir des changements significatifs. Un peu ce que la digitalisation a fait au niveau avec les mobile money. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans nos pays africains où le mobile money est très, très développé par rapport à l'Europe, eh bien, vous vous rendez compte que la finance traditionnelle, les banques sont en train de trouver, ou alors ont trouvé comment faire des alliances ou avoir des mariages avec ces mobile money-là parce que voilà, on peut plus, on peut pas, on peut rien contre l'innovation, on est obligé de vivre avec. Et puis aussi, une autre chose, c'est que la finance décentralisée peut permettre d'avoir de nouveaux paradigmes, de nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire que des entreprises et des gouvernements euh, explorent déjà tout ce qui est tokenisation d'actifs et veulent vraiment s'appuyer dessus pour innover. Alors, chez nous en Afrique, un des cas les plus bruyants, si je peux dire ça, c'est la République centrafricaine qui est vraiment en train de... C'est un peu laborieux, mais qui est vraiment en train de vouloir tokeniser ses ressources et tout. Alors, tokeniser, ça veut dire quoi? C'est tout simplement transformer des actifs réels en actifs numériques, c'est-à-dire vous donner la possibilité, je dis n'importe quoi, à des personnes qui sont n'importe où dans le monde de posséder des actifs de chez vous, ben, tout simplement parce que vous avez réussi à mettre l'équivalent en termes de valeur de ces actifs réels-là dans le monde numérique, donc sur Internet, tout simplement. Donc, il y a des modèles économiques comme ça qui sont en train de naître, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les États. Et nous pensons hein, que à l'avenir, nous verrons plus ce genre de situation. Alors, pour terminer, ce que je peux dire vraiment comme phrase de la fin, la petite conclusion, c'est que l'avenir de la finance décentralisée va dépendre de sa capacité à réduire ses risques. On a parlé des risques tout à l'heure de la DeFi. Sa capacité à s'adapter aux régulations, parce que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que les États, les pays, les grands groupes de régions ont l'impression de ne pas comprendre quelque chose, ils s'attaquent violemment à cela à travers des régulations, des interdictions, etc. Donc, la capacité de la DeFi à s'adapter aux régulations aussi va nous permettre d'avoir une idée
plus clair par rapport à son avenir. Et puis, le fait d'améliorer son accessibilité pour un plus grand public aussi. L'avenir de la DeFi va dépendre à ça. C'est-à-dire, plus la finance décentralisée va être adoptée par la majorité, plus elle va aussi assurer son avenir par rapport aux 10, 20, 30 prochaines années. Mais de façon, s'il faut résumer, je dirais que la finance décentralisée est une réalité. Elle est en marche, adoptée déjà par un certain nombre de personnes et elle fait ses preuves. Il peut avoir des manquements et tout, mais de façon globale, elle est en train elle fait ses preuves. Donc voilà, Wilfried, hein, de façon c'est non exhaustive, mais voilà un peu ce que je pourrais partager ce soir avec la communauté. Voilà, merci. Alors, Wilfried, bon, il va probablement nous... Oui, oui, je Voilà. suis là. Là, je t'avais perdu un moment. Ah, ok. Ok, oui, vas-y, vas-y. Ok, alors tu dis que tu m'avais perdu. Je sais pas, c'était trop long, c'était général, c'est tout le monde. Est-ce que Non, l'autre ah, me ok. suivit? Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Est-ce on a bien reçu cette partie, la conclusion de Aloïs sur le thème du jour? Bon, enfin, je crois que c'était bon. Sinon, peut-être que les uns les autres l'auraient signalé à leur niveau. Ok, tout le monde dit c'est bon, c'était bon, c'était bon. Ok, donc ça devait être sûrement à mon niveau. Donc, Aloïs, merci de nous avoir donné en tout cas tous ces détails-là. Moi, l'élément que je retiens, c'est que au niveau de la finance décentralisée, nous avons des réels défis, donc principalement technologiques, mais également au niveau de la régulation. Mais cela pour autant n'efface pas le fait qu'il y ait énormément d'avantages à utiliser la finance décentralisée. Et aujourd'hui, on peut comparer simplement quand on prend au niveau en effet, ce que je vais appeler l'épargne dans la finance traditionnelle, lorsqu'on parle de la finance décentralisée, à même valeur, à même somme d'argent. Aujourd'hui, on pourra avoir peut-être 3 à 4 fois ou plus ce que les banques nous offrent lorsqu'il s'agit de l'épargne de notre argent. Au-delà de ça, il faut dire que la finance décentralisée également a un impact mondial qui fait son petit bout de chemin. Mais j'allais te demander aujourd'hui, qu'est-ce que, ton avis bien évidemment personnel, euh, comment tu vois la finance décentralisée dans 15, 20, 30 ans? Est-ce que tu vois la finance décentralisée marcher aux côtés du système bancaire traditionnel ou tu le vois carrément engloutir le système bancaire traditionnel actuel? Alors, ce que je dis et ce que je pense, c'est que ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce que en termes de volume d'échange, lorsqu'on regarde les chiffres, la finance décentralisée ne peut pas encore se substituer à tous les mécanismes ou alors à tous les produits et services de la finance traditionnelle. Donc, ça prendra du temps, mais il faudrait déjà intégrer, et ça c'est très important, que je prends par exemple le cas chez nous ici en Afrique, il faudra déjà intégrer par exemple que la monnaie papier
elle va disparaître complètement. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, on sait ça, c'est-à-dire dans certaines, je prends le cas, il est possible de vivre sur Abidjan sans toucher les espèces parce que, voilà, à tous les coins de rue, je ne sais pas, vous avez Wave, etc. et tout. Et il y a des pays comme ça, Kenya, c'est pareil, ça va disparaître. Or, au fur et à mesure que ça disparaît, il y a une adoption qui est en train d'arriver par rapport à la blockchain et par conséquent, par rapport à tout ce qui peut être fait avec la blockchain. Donc, ça prendra du temps, peut-être un peu plus de 10 15 ans, mais ce n'est pas sûr, hein, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que les grands les grands chocs peuvent accélérer euh, peuvent accélérer justement ce genre de transition-là. Il suffit qu'il y ait une crise un peu comme celle qu'on a vécue en 2008 avec la crise de subprime et tout. Il suffit qu'au sortir d'une crise comme ça, on décide que, ben, écoutez, désormais, on va tous migrer vers, oui, ça peut aller encore beaucoup plus vite. Mais s'il faut que ça se passe en douceur normalement, ça prendra du temps. Mais je pense qu'à terme, probablement, nos petits-enfants ne vivront pas l'économie ou bien la finance telle que nous la vivons aujourd'hui. Ça, j'en suis presque certain. Voilà. Ok, voilà qui est assez clair, hein. Pendant qu'on y arrive, il y a Adams qui pose une question et nous demande comment pouvons-nous introduire la cantine traditionnelle au mécanisme de la blockchain et du smart contract. Donc, est-ce que déjà cette pratique commune, hein, dans plusieurs pays africains, est-ce que cela se fait déjà ou est-ce qu'il y a une possibilité de le faire à travers la blockchain? Alors, ce que je dirais, c'est que c'est possible, mais s'il faut le faire au travers de la blockchain, ça veut dire, par exemple, je réfléchis comme ça et en passant par rapport à la question d'Adams, ça voudra dire, par exemple, que, il faudra à la base que tous les participants de la réunion viennent avec un collatéral, par exemple. Parce que, comme on a dit, euh, la blockchain, l'écosystème des crypto-monnaies et toutes les transactions de la finance décentralisée ne vont pas être basées sur la confiance, comme ce qui se fait dans nos tontines traditionnelles, mais ça va être basé sur la vérification. Donc, s'il faut démarrer une tontine avec un smart contract, un contrat intelligent, eh bien, dans les règles d'exécution que vous allez donner au contrat intelligent, pour que on ne soit pas dans le cadre des entourloupes, etc. et tout, il faudra au préalable probablement que tout le monde vienne avec un collatéral qui va permettre, qui va l'obliger à respecter ses obligations par rapport à ce qui aura été défini sur le contrat intelligent. Donc, moi, ce que je dis, c'est que oui, ce n'est pas impossible. Maintenant, il faut juste réfléchir sur comment ça devrait se passer, etc. Voilà. Ok, merci Aloïs pour cette réponse. Euh, L'intervenant Adams, est-ce que euh, ça va ou tu veux encore d'autres clarifications? Ok, Adams qui te remercie pour la réponse, donc qui a été assez explicite sur le sujet. Aussi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, la finance décentralisée pour la personne qui avait demandé si on pouvait en faire un métier aujourd'hui. Je voudrais dire que la finance décentralisée est un domaine qui concerne tout le monde, hein, mais principalement aujourd'hui, on dira les professionnels de la finance traditionnelle, parce que comme Aloïs l'a souligné, nous arrivons de plus en plus à une cohabitation entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Et pour les organisations bancaires ou financières qui n'auraient pas
intégrer ce fait-là, cette réalité-là, se verront dépassés par les événements ou pourquoi pas même disparaître du marché, n'est-ce pas, Aloïs? Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi je disais que dans les perspectives d'évolution, je vois très bien une espèce de finance hybride et je pense que ça a commencé même. On a beaucoup de banques, comme je disais, dans certaines parties du monde, du globe, qui offrent déjà des services crypto et tout. L'idée, c'est de rester en vie parce que si vous ne vous adaptez pas, eh bien, vous disparaissez, comme tu l'as dit. Donc, oui, il y a des perspectives, il y a des métiers et tout. Et puis, il faut toujours savoir, ça, c'est un principe qui marche toujours. Eh bien, dans les années 1900, de la ruée vers l'or aux États-Unis, ben, les gens qui ont fait fortune, c'était pas ceux qui cherchaient l'or, c'est ceux qui vendaient les pelles. Donc, voilà. Donc, il y a des opportunités. La finance décentralisée viendra avec ces opportunités. Et puis, c'est à nous d'être prêts et de les saisir. Donc, ça commence par connaître déjà de quoi il s'agit et puis voir quelle offre on peut avoir par rapport à tous ces gens-là qui auront forcément des besoins demain. Voilà. Effectivement, Aloïs, tu parles de quoi il s'agit, à savoir le fonctionnement et comment est-ce que tirer profit de ce secteur-là. On vient ici parler de la formation de Bit Trading Edu lancera déjà dans le mois d'avril 2025 pour la première cohorte. Et pendant les nombreuses formations qui sont prévues, il y a également celle portant sur la finance décentralisée. Et on a la chance de t'avoir avec, disons, 10 à plus de 10, entre 10 et 20, 10 à 15 années d'expérience, autant dans la finance traditionnelle que dans la finance décentralisée, de t'avoir comme formateur. Et je crois que c'est une opportunité inestimable pour toutes ces personnes-là qui seront inscrites pour la cohorte qui va se lancer en avril 2025. Donc, nous t'aurons et à ce programme de formation-là, tu viendras nous donner les outils, tout ce qu'il faut en tout cas pour profiter de la finance décentralisée, comment est-ce que marchent les prêts dans le secteur de la finance décentralisée, comment marchent les emprunts, et du coup, c'est un message qui est lancé hein, à tous les professionnels du secteur de la finance, banquiers, personnel de, de finance traditionnelle, étudiants en finance, en gestion, etc., etc. Donc, c'est le moment de venir, de participer à cette formation-là, ce programme de formation qui aura comme formateur Aloïs Koum, bien sûr, pour avoir se spécialiser dans ce secteur-là, parce que, comme Aloïs l'a dit, le secteur de la finance décentralisée viendra avec ses opportunités. Mais demain, si une banque veut lancer un service dans ce domaine-là, elle aura besoin de compétences, bien évidemment, qui est formée dans ce domaine-là, qui connaît, comme on dit, tout ce qu'il y a comme élément pour pouvoir développer les finances des clients, pour pouvoir mettre à l'aise les clients de telle sorte qu'ils puissent éviter peut-être les arnaques ou éviter de se mettre sur des plateformes qui sont plus ou moins à problème. Donc, c'est vraiment important de rejoindre cette formation-là qui va se lancer en avril 2025. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez toujours joindre BitTrading Edu. Nous avons nos différentes plateformes qui sont à disposition. Vous pouvez nous joindre le personnel de BitTrading Edu pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également partager, donner cette information-là à votre entourage. Et je crois que ça va aider plus d'une personne. Ah, ok, on a encore des questions, des réactions dans le chat. Aloïs, qui nous dit que ta formation a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'écho auprès de nos participants. Donc, nous avons Monsieur Kofi qui demande est-ce que les intermédiaires peuvent être supprimés si nous avons toujours besoin de la liquidité pour l'achat de crypto? Aloïs, dans la prochaine partie.
Alors, j'avoue que je ne sais pas si j'ai bien compris la question de Kofi. Est-ce que les intermédiaires peuvent être supprimés si nous avons toujours besoin de la liquidité pour nos achats de crypto? Donc, je ne sais pas s'il parle, parce qu'à la base, la finance décentralisée, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que si vous arrivez sur une plateforme avec un protocole, par exemple, de prêt, eh bien, le protocole va vous proposer des conditions. Donc, on va vous dire, si vous voulez prêter 100 dollars, eh bien, comme vous avez apporté vos bitcoins, vos BNB ou alors vos Ethers d'une valeur de 1000 dollars, eh bien, le protocole va vous dire, la garantie, le collatéral qu'on va prendre sera peut-être d'une valeur de 300 dollars. Donc, on va bloquer vos Ethers pour une valeur de 300 dollars. On va vous donner, on va vous faire le prêt et vous aurez les conditions du prêt, c'est-à-dire les taux d'intérêt que vous allez payer. Et puis maintenant, ça va dépendre, c'est-à-dire vous avez des prêts qui sont flexibles, vous avez des prêts qui sont fixes et tout ça, c'est des conditions hein, que vous allez choisir au préalable. Alors, si vous avez défini toutes ces conditions et que vous avez validé, donc accepté le prêt, vous allez recevoir les 100 dollars. Maintenant, si vous avez besoin de liquidité euh, pour vos achats de crypto, ben, si vous avez vraiment, Monsieur Kofi, si je ne comprends pas la question, vous reformulez, hein, parce que moi, en termes d'intermédiation, je ne sais pas trop, puisqu'on dit qu'il n'y en a pas. Si vous avez besoin de liquidité pour acheter une nouvelle crypto, par exemple, et que vous avez le collatéral et la marge de prêt qui est encore disponible ou possible, oui, vous pouvez prendre, c'est-à-dire vous pouvez diversifier votre portefeuille en utilisant un prêt. Donc, vous avez déjà peut-être du Bitcoin, je dis n'importe quoi. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle crypto qui peut être intéressante. Ben, au lieu de vendre vos Bitcoin, vous pouvez les mettre justement en garantie, en collatéral. Vous prêtez de l'argent, vous prêtez de l'argent et puis voilà, vous allez acheter cette nouvelle crypto-là, tout simplement. Donc, ça, c'est possible. Donc, la question est un peu floue. Wilfried, je ne sais pas si tu as mieux compris. Moi, surtout au niveau des intermédiaires. Donc, voilà. Euh, exactement, hein, je partage la même observation que toi. C'est pas assez, la question n'est pas assez précise. Mais je ne sais pas si les éléments de réponse que tu as partagés a convaincu Kofi. Sinon, on pourra lui demander d'être beaucoup plus précis dans ce qu'il souhaiterait savoir à ce niveau-là. Sinon, effectivement, dans le jeu, tu avais précisé que déjà, lorsque nous sommes dans la finance décentralisée, la particularité même là, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc, à partir de ce moment-là, les transactions, bien évidemment, se font sur la base des smart contracts principalement. Ok, donc, en attendant que peut-être M. Kofi nous partage, nous éclaircisse, nous confirme que les éléments de réponse ont été satisfaisants, il nous reste juste 4 minutes pour terminer la session de ce jour. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est te dire merci hein, à Louis pour ta disponibilité. En tout cas, c'est carrément cette classe qu'on a reçue aujourd'hui hein, et ça interpelle les autres, principalement aujourd'hui les professionnels de la finance, les gens de la finance, les investisseurs de la finance traditionnelle et autres, ça les interpelle.
Donc, c'est dans ce cadre-là que BitTrading Edu a mis en place cette formation-là sur la finance décentralisée pour laquelle tu es l'un de nos formateurs. Et bien évidemment, qui va partager les outils, comme on le disait tantôt, les secrets pour pouvoir évoluer parfaitement dans ce secteur-là. Et puis, pourquoi pas demain se transformer en consultant auprès d'organisations financières, se transformer en consultant auprès de particuliers, vu qu'on aurait saisi l'essence même de ce que donne la finance décentralisée. Encore pour rappel, vous pouvez nous contacter sur nos différentes plateformes. BitTrading Edu est présent sur la plupart des plateformes de communication hein, que nous connaissons, LinkedIn, Telegram. Nous sommes également sur YouTube et également cet enregistrement sera partagé sur YouTube. Donc pour les personnes qui souhaiteraient aller encore écouter tout ce qu'Aloïs a partagé avec nous, c'est l'occasion. Vous pouvez repartir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner également pour avoir nos différentes actualités et si éventuellement nous avons d'autres programmes. S'il n'y a plus de questions, je vais, Aloïs, t'arracher ton mot de fin et rapidement conclure. Voilà, alors, tu l'as dit, j'encourage vivement les gens à se former. Pendant la formation, on aura probablement un peu plus de temps pour partager les outils, pour partager aussi l'expérience, parce que rien ne vaut l'expérience du terrain. Donc, merci à tous pour la participation. Merci à BitTrading Edu pour cette belle initiative que j'encourage vivement. Et à très, très bientôt pour d'autres thèmes, d'autres sujets par rapport à l'écosystème crypto, par rapport à la finance décentralisée particulièrement. Voilà, merci. Merci beaucoup à Loïs, et merci à l'ensemble des participants de ce jour, aux personnes qui sont habituées à nos jeudis d'échange. On va se donner rendez-vous pour jeudi prochain avec un autre thème encore plus passionnant sur les métiers de la blockchain. Sur ce, je vous dis au revoir, bon jeudi et voilà, et bien de bonnes choses pour la semaine en cours. Au revoir Loïs, au revoir à tous. Au revoir.